Chers élèves, chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Donc c'est officiel, vous allez reprendre, enfin ceux qui reprendront puisque c'est sur la base du volontariat, mais nous, puisque je vous ai en tant qu'enseignement mélangé, je ne vous reverrai pas de toute façon. Voilà, par contre je vais continuer à faire des audio-capsules pour continuer à avancer dans le programme, pour ceux qui veulent travailler la suite. Pour travailler les exercices type bac, eh bien ça sera l'année prochaine avec votre enseignant d'AGGSP et voilà, on bricolera et tous les enseignants de France bricoleront, donc vous ne serez pas les seuls dans cette situation. Eh bien le cours d'aujourd'hui va s'insérer dans une problématique qui est sous les feux de l'actualité, comme l'était celle de Benjamin Constant, d'une certaine façon, puisqu'on parle de la démocratie, on est fortement lié à ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, et donc forcément, tout ce qu'on a pu voir, normalement, avec l'actualité aux États-Unis d'Amérique en ce moment, ça a résonné un petit peu dans votre cerveau. Enfin, j'espère que vous vous êtes dit, bah tiens, là c'est des choses qu'on a vues en cours. C'est quoi la légitimité du président? Est-ce qu'il est le représentant? Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Pas tous les pouvoirs? Et voilà. On peut se demander si les concepteurs du programme n'avaient pas presque anticipé les problèmes constitutionnels qui pourraient se présenter aux États-Unis d'Amérique. Bon, voilà, trêve d'introduction à rallonge, entrons dans le vif du sujet. On a donc terminé l'axe 1 la fois dernière, et on attaque désormais le deuxième axe de ce thème sur la démocratie, c'est l'axe 2, avancée et recul des démocraties. Avancée et recul des démocraties. On commence par un cours un petit peu plus compliqué que ceux qui vont... Enfin, compliqué, c'est pas le mot, mais sur un cours qui amène à réfléchir et à se poser des questions sur une production écrite, celle d'un auteur. Et puis après, on va rentrer dans des exemples concrets d'études avec le Chili, le Portugal et l'Espagne, sur l'avancée et le recul des démocraties. Bon, dans cet axe 2, en fait, il y a une idée, et l'idée, c'est que la démocratie, les démocraties, elles ne sont pas automatiquement fixées ad aeternam. Dit autrement, on est tellement, enfin moi je suis attaché en tout cas à la démocratie, et quand on grandit dans cette idée que la démocratie existe, et on a l'impression qu'elle va exister de façon éternelle. Or la démocratie n'implique pas de l'instabilité, des moments où la démocratie peut être menacée, reculée, voire pourquoi pas disparaître. Il y a cette instabilité. Donc il y a des reculs qu'on peut opérer, Certains parlent aujourd'hui de sociétés post-démocratiques, par exemple, pour parler des États-Unis d'Amérique. Et puis, il y a d'autres endroits où on peut observer des reculs, c'est-à-dire qu'un pays avance vers la démocratie au moment où d'autres prennent leur distance avec leur démocratie. Et donc, c'est cette idée d'avancée et recul des démocraties qui nous est invitée d'étudier, d'aborder dans cet axe 2. Et pour ce faire, donc, on va attaquer, le jalon numéro 1, aujourd'hui. Jalon 1, l'inquiétude de Tocqueville, de la démocratie à la tyrannie, point d'interrogation, une analyse politique. Donc on en est là, c'est l'objectif, entre guillemets, enfin, c'est ce à quoi nous devons nous atteler aujourd'hui. Alors finalement, la problématique, elle est inclue ici dans le titre, Quelles sont les inquiétudes soulevées par Tocqueville dans son analyse sur la démocratie. Évidemment, on va donc largement parler de Tocqueville. Et Tocqueville, il vous est peut-être tout autant inconnu que l'était Benjamin Constant, quoique il y a plus d'établissements scolaires qui portent le nom de Tocqueville que Constant. Alors, ce premier jalon ici, ça va être le moyen de caractériser cette instabilité, de rentrer dans une analyse politique et un peu philosophique, bien sûr, sur la démocratie et la tyrannie. Alors, qui est
Alexis de Tocqueville. Alors en réalité c'est plus long, il s'appelle Alexis gna 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 de Tocqueville. Bon, c'est pas gna gna gna, hein. C'est pour aller plus vite. Vous avez la diapositive numéro 1, par exemple, qui vous montre un portrait de Benjamin de Tocqueville, comme ça vous avez une image en tête. Donc, Alexis de Tocqueville, c'est un jeune magistrat qui est né au début du 19e siècle, en 1805, qui a soutenu Louis-Philippe pendant la révolution de 1830. Alexis de Tocqueville, il est issu d'une famille noble, une famille qui était anti-révolutionnaire, mais qui appartenait plutôt à la petite noblesse, hein, par rapport à la grande noblesse. Alors Alexis de Tocqueville, il est envoyé par le gouvernement français aux États-Unis d'Amérique avec une mission, étudier le système pénitentiaire fédéral. Et pendant son séjour aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il va être marqué par la découverte de la démocratie américaine. Et ça va lui inspirer 2 tomes d'un ouvrage qui s'appelle De la démocratie en Amérique et qui a donc été produit de 1835 à 1840. Et ces 2 livres, eh bien, ils lui ont ouvert une carrière politique. Donc, je vous le rappelle, hein, la question qu'on se pose ici, la problématique à noter dans notre cahier, c'est quelle analyse de la démocratie a été produite par Alexis de Tocqueville, finalement. On pourrait résumer à cela la problématique qui est celle d'aujourd'hui. Donc on va attaquer la première partie, je vais découper encore cette séquence en 3 parties. Petit 1, les États-Unis et la naissance d'une démocratie moderne. Bon, de rechef, le problème qui se pose à nous, c'est qu'on est dans des rappels. On est dans des rappels de secondes, d'un programme de secondes que vous n'avez pas fait. Vous avez parlé un petit peu en 4e de la Révolution américaine et de la naissance de la démocratie. Ceci dit, c'est bien loin, alors on va se lancer dans un rappel de secondes. En consultant un manuel de secondes, vous pourrez aller plus loin, ou en écoutant l'audio capsule que je réaliserai à ce sujet plus tard pour les secondes. Mais depuis le XIIIe siècle, hein, on a des colons anglais qui se sont installés sur le continent américain. En fait, la première colonie, elle est liée à des puritains, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, des religieux protestants anglais, qui vont fuir les persécutions dont ils sont victimes en Grande-Bretagne parce qu'on les considère un petit peu trop comme rigoristes. Et ils vont créer le Massachusetts. Alors pour certains, ça parle de Massachusetts puisqu'ils ont fait leur exposé, leur poster, sur le MIT. Alors Massachusetts, M-A-2-S-A-C-H-U-S-E-2-T-S. Donc, c'est la première colonie, mais il n'y en a pas qu'une colonie, hein. Il y en a 13 colonies qui vont être fondées sur la façade est de l'océan Atlantique, au nord du continent américain. Et ces 13 colonies, je vous en propose une diapositive, c'est la diapositive numéro 2, qui revient justement sur ces 13 colonies des États-Unis d'Amérique. Bon, on est là au XVIIIe siècle. On est au XVIIIe siècle et on compte désormais 13 colonies le long de cette côte, de la Géorgie au sud jusqu'au Massachusetts au nord. Et dans chacune d'entre elles, il y a un gouverneur. Et ce gouverneur, c'est le représentant de la couronne d'Angleterre. Or, pour couvrir des dépenses de guerre, notamment des dépenses contre la France, la couronne britannique va augmenter les impôts et les taxes outre-Atlantique, c'est-à-dire dans les 13 colonies. Et ça génère beaucoup d'agitation, dont l'épisode l'un des épisodes les plus narrés, c'est la Boston Tea Party en 1773. En fait, on a des colons qui n'acceptent pas ces taxes qui, à leurs yeux, leur sont imposées alors qu'il n'y a aucune représentativité politique des colonies. Hein, rappelez-vous. Non, puisque le problème c'est que justement vous n'avez pas fait le programme 2 secondes. Donc c'est dur pour vous de vous rappeler de quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais
en Grande-Bretagne, les taxes, elles doivent être votées par le Parlement. Or, les colons qui vivent de l'autre côté de l'océan Atlantique, ils disent, si on a des taxes qui doivent s'imposer, à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir des représentants qui discutent de ces taxes dans un Parlement. Or, on n'est pas représenté en tant que. Cette situation, elle va dégénérer en bras de fer entre les partisans d'abord d'une représentativité politique plus grande, et puis très rapidement d'indépendantistes, et on entre dans ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. En fait, en 1776, le 4 juillet, c'est le jour de la fête nationale aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on célèbre justement cette déclaration d'indépendance qui est votée par les représentants des colons. Alors, ils sont inspirés par les écrits anglais, notamment ceux de John Locke, de Thomas Hobbes, de l'Enlightenment britannique. L'Enlightenment britannique, ce sont les Lumières britanniques, d'une certaine façon, qui elles-mêmes sont liées avec l'Aufklärung, traduction d'un mot allemand, et finalement un esprit d'initiative, de réflexion culturelle, scientifique et politique, qui est en grande partie lié à la Hollande, aux réformes, donc aux transformations qui s'opèrent au XVIIe siècle, notamment, et qui vont avoir des conséquences. Et en France, les conséquences, ce sont les productions des Lumières, et donc ils sont inspirés, nos auteurs, par les écrits de l'Enlightenment, mais aussi des Lumières françaises, et notamment de Montesquieu. On va y revenir. On a déjà parlé de Montesquieu la fois précédente, rappelez-vous, quand on a parlé de Benjamin Constant. Dans cette guerre d'indépendance, les aspirants états-uniens vont recevoir le soutien de la France, et notamment d'un certain Lafayette, que l'histoire a retenu et encensé. Il y a beaucoup d'historiens qui sont un petit peu plus réservés sur la réelle importance de Lafayette, mais il est considéré comme un héros. Et il a été, en tous les cas, une personne très médiatique. Et donc, cette diapositive numéro 3, c'est le départ de Lafayette pour les États-Unis d'Amérique, qui viennent de déclarer leur indépendance, mais une indépendance qui leur est refusée par la couronne britannique, ce qui débouche bien sûr sur ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire une guerre, la guerre d'indépendance. Donc on a Louis XVI ici qui envoie des militaires et des officiers avec une idée, c'est celle d'aider les insurgés. Pourquoi ? Pour gêner le développement des Britanniques. L'idée, c'est de les empêcher de devenir une puissance trop importante et rivale, depuis un moment, de la France. Donc, au final, ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont l'emporter, accéder à leur indépendance en 1783, et cette victoire des États-Unis d'Amérique, elle va avoir énormément d'écho en Europe. Pourquoi ? Parce qu'elle est vue et elle va être rapportée comme la victoire de la liberté sur le despotisme. Alors, la victoire militaire, elle a eu lieu en 1781. 1783, finalement, c'est la signature du traité. Et ce traité de paix, c'est le traité de Paris, qu'on appelle aussi le traité de Versailles, parce qu'il est plutôt signé à Versailles qu'à Paris. Eh bien, c'est un traité qui va fixer les conditions de la paix. Alors, c'est marrant, parce que finalement, du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs couches du traité de Versailles. Il y a celle-ci, 1783, il y a celui de 1870, et puis il y a celui de 1919. Donc vous voyez que le traité de Versailles, ça devient vraiment un lieu très symbolique dans les relations entre la France et les autres pays. Bon, diapositive numéro 4, si on veut aller encore un petit peu plus loin. Pourquoi ? Parce que est mis en place, alors c'est quoi cette diapositive ? C'est un timbre, en fait, un timbre qui commémore ici
la signature de la Constitution des États-Unis d'Amérique, un timbre qui date de 1937, un timbre anniversaire. Aux États-Unis d'Amérique se met donc en place un État fédéral. Les colonies, nos 13 colonies, elles vont devenir des États qui vont se doter d'institutions et d'institutions qui leur sont propres. Alors la suite, ça va être la conquête de l'Ouest. À partir de ces 13 colonies, on va avoir cette volonté de réunir les deux océans. Je vais pas revenir sur le cours sur le territoire des États-Unis d'Amérique et sa géohistoire. On l'a vu précédemment. Il y avait une vidéo, rappelez-vous, qui relatait cette histoire de la conquête de l'Ouest et de la destruction aussi, d'une certaine façon, des peuples amérindiens. On va y revenir dans quelques instants. Donc, mise en place d'un État fédéral. La date clé ici, c'est donc 1787. Pourquoi ? Parce que 1787, c'est la grande réunion, une grande réunion qui a lieu à Philadelphie. Voilà pourquoi Philadelphie est un haut lieu de mémoire de cette histoire des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que se réunissent en congrès à Philadelphie ceux qu'on appelle les pères fondateurs et leurs représentants qui vont rédiger une constitution. Donner donc aux États-Unis d'Amérique une constitution, un texte écrit qui définit, qui définit notamment l'organisation des pouvoirs et leur répartition. C'est le sens du mot constitution. Voilà, ça c'était notre première partie. Vous aurez remarqué au passage que pour une fois, il n'y a pas de sous-partie. L'exercice pour vous, ça serait ici de trouver des titres pour des sous-parties dans cet ensemble. On passe au deuxième point. Petit 2. Tocqueville livre une analyse de la démocratie états-unie. Tocqueville, il arrive aux États-Unis d'Amérique en 1831. Et la Constitution, elle a déjà presque un demi-siècle au moment où Alexis de Tocqueville il arrive aux États-Unis. Il y a quoi dans cette Constitution ? Il y a l'idée du suffrage universel masculin. Suffrage universel masculin, c'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes qui votent, et puis il n'y a que les blancs. Les noirs sont exclus du système de vote, les indiens aussi, on va y revenir. Et dans la plupart des États, que vont essayer d'opérer les États-Unis ? Eh bien, une campagne d'alphabétisation. On va essayer, c'est un on générique, d'apprendre à lire et à écrire aux habitants. Va se développer une presse. Il y a cette idée de mettre en place une culture démocratique. On a vu le rôle de la presse et de la démocratie précédemment. Si on est dans un thème qui est différent des autres, il faut bien comprendre, vous compreniez bien, que dans la vraie vie, entre guillemets, les thèmes, c'est une façon de découper les choses de la vie, les choses de l'histoire, des sciences politiques qu'on étudie pour vous les rendre intelligibles, mais dans la réalité, tout ça est en interaction. Donc, ce qu'on a vu dans un thème a à voir, forcément, avec les autres thèmes. Ensuite, cette constitution, eh bien, elle désigne l'existence d'un président. Le président, il est le chef des États, d'une certaine façon, c'est le chef de l'État, mais c'est un État fédéral, donc il y a plusieurs États dans cet État. Ça peut être parfois un peu compliqué à comprendre, mais on parle bien des États-Unis d'Amérique. Donc il est le chef des États, et il est le chef aussi du gouvernement. Ce président, il est élu au suffrage universel, mais un suffrage universel indirect. En fait, ce sont des gens pour qui on a voté qui votent pour le président, des grands électeurs. Reste que le pouvoir de ce président, les pouvoirs de ce président, ils sont encadrés. En réalité, il existe un partage des pouvoirs, et les pouvoirs, ils sont séparés. Maintenant, puisque l'objectif, c'est de vous mettre au travail, on va se lancer dans un travail en autonomie, qui porte sur la fiche, les documents 1 et 2, et comme vous pouvez le voir sur cette même fiche, eh bien il y a 2 travaux en autonomie à accomplir. Donc je vous demande d'accomplir le premier de ces 2 travaux en autonomie. Le premier porte sur les documents 1 et 2, qui sont évidemment tous les 2 extraits du livre
d'Alexis de Tocqueville, et on commence par le tome 1, publié ici en 1835. Donc on a 2 extraits, l'égalité fruit de la loi et du mérite, garantir la démocratie contre ses dérives tyranniques. Ce sont les 2 titres qu'on a donnés à ces 2 extraits. 3 questions vous sont donc posées. Quelles conditions font régner l'égalité? Cette égalité est-elle d'ordre économique? Expliquez ce que veut dire Tocqueville par le dernier paragraphe. Donc le dernier paragraphe, c'est le tout dernier paragraphe des 2 documents. Donc du document 2, à savoir, c'est en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires, bien plus qu'en leur livrant le gouvernement des grandes, qu'on les intéresse au bien public et qu'on leur fait voir le besoin qu'ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire. Voilà. Bon, je vous laisse travailler en autonomie. Je peux pas surveiller vos travaux. L'idéal, donc là, c'est que vous mettez pause. Et puis on se retrouve une fois que vous avez terminé. Voilà, c'est la magie, vous avez terminé. Donc, quelles conditions font régner l'égalité? Les conditions qui font régner l'égalité, pour Alexis de Tocqueville, c'est de donner des droits équivalents. Alors, c'est un peu ambigu. Enfin, c'est pas que c'est ambigu, mais d'abord, il y a l'idée de donner des droits équivalents à tous les citoyens. À partir du moment où tous les citoyens ont des droits équivalents, il n'y a pas de jaloux. Ou alors, c'est d'en donner à personne. Ça serait l'autre extrême. Si personne n'a de droit, personne ne peut être jaloux de ceux qui auraient des droits par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc, soit on en donne à tous, soit on en donne à personne. Il faut cette égalité pour faire régner l'égalité. À partir du moment où il y a ça, égalité de droit, on est dans une situation d'égalité. Alors, est-ce qu'elle est d'ordre économique? Non, elle n'est pas d'ordre économique, dans le sens où l'égalité, elle se limite au droit. C'est-à-dire qu'on peut être plus riche que l'autre. C'est la liberté de posséder. Or, dans la Révolution française, dans la France d'après la Révolution française, comme aux États-Unis d'Amérique, on est dans cette idée qu'on peut posséder plus que les autres. Et d'ailleurs, pour l'auteur, quand il y revient, il note qu'aux États-Unis, cette idée d'égalité des biens, elle fonctionnerait pas. Il y a bien cette idée que posséder, c'est un droit fondamental, y compris le droit de posséder plus que le voisin. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par le Tocqueville, par le dernier paragraphe qu'on a lu tout à l'heure? Eh bien, il fait référence ici à la décentralisation, d'une certaine façon, et à la participation des citoyens aux institutions. Et pour lui, c'est une condition importante pour faire fonctionner la démocratie et pour la rendre viable. C'est-à-dire qu'il faut que chacun mette les mains dans le cambouis, pour utiliser une anecdote. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'issue de ce travail en autonomie? On peut ajouter ici que l'analyse de Tocqueville, elle intègre des données sociétales. C'est-à-dire que dans son analyse, il introduit de l'histoire. Dans son analyse, l'auteur, il étudie l'organisation politique. Et puis il va plus loin, parce qu'il va aussi s'intéresser, porter un regard sur la composition de la société, sur les habitudes de cette société. Alors pourquoi il fait tout ça? Eh bien, parce qu'il veut comprendre. Et il veut comprendre pourquoi la démocratie moderne s'est développée aux États-Unis d'Amérique. Il cherche à saisir l'esprit démocratique. Cette idée d'esprit, à l'époque, après l'Enlightenment en Grande-Bretagne, c'est cette idée, c'est quoi la raison, comment ça peut s'expliquer. Donc il y a cette idée de volonté de comprendre qui est recherchée ici. Il estime Tocqueville que cet esprit, et c'est là où ça va plus loin, son analyse, il estime que cet esprit, il est voué à atteindre également l'Europe. C'est-à-dire que pour lui, ce qui se passe aux États-Unis, ça va se passer aussi en Europe. Notamment parce que cette soif d'égalité, on peut pas l'éteindre, ou voilà, elle va continuer à exister. Dernière partie de cette audio-capsule, troisième partie donc, une analyse critique des limites de la démocratie états-unienne. De rechef, on part sur un travail en autonomie, c'est le deuxième,
qui porte sur 2 autres extraits de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, mais là vous aurez remarqué au passage qu'on est passé dans le tome 2 qui est écrit, qui est publié 5 ans plus tard, et on a donné 2 titres assez simples à ces textes, La tyrannie de la majorité et L'individualisme. Votre travail en autonomie ici, c'est de faire une approche comparative de ces 2 textes qui viennent d'un même ouvrage, et dans un tableau à double entrée, de caractériser cette idée de la tyrannie de la majorité et de despotisme doux, ces 2 concepts, et pourquoi chacun représenterait un problème pour la démocratie. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse remplir ce tableau. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand Tocqueville nous parle de la tyrannie de la majorité, il y a cette idée que les aspirations de ceux qui ne sont pas majoritaires ne comptent pas, vont disparaître de la scène politique, et il y voit une tyrannie, mais une tyrannie qui est justifiée par la majorité. Rappelez-vous, on avait évoqué cette idée déjà précédemment, et je vous avais pris un exemple en vous disant que si la majorité des Français était raciste, je considérerais, moi, en tant qu'individu, à considérer que c'est pas parce que c'est la majorité qui le pense que c'est forcément elle qui a raison, et que ça se ferait au détriment de cette minorité et de ses droits, et que les droits de la majorité ne peuvent pas forcément s'imposer à la minorité. Et évidemment, c'est pas forcément directement inspiré par Tocqueville, mais on est dans cette réflexion ici. Bon, pourquoi c'est un problème ? On le comprend aisément, du moins j'espère que vous le comprenez. Le problème, c'est la négation de la liberté des individus. Et il y a des questions philosophiques, éthiques qui se posent ici, où commence et où s'arrête la liberté de chacun. On a l'usage nous conduit souvent à reproduire cette idée que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il faut voir dans ce proverbe, plutôt cette maxime, ici, une reformulation qui est présente dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc on a déjà ici cette idée, et cette maxime, elle est célèbre et citée régulièrement, et on la doit aussi en grande partie à l'esprit des Lumières et à l'héritage de Tocqueville et de son analyse. Alors, si on passe dans la colonne du despotisme doux, eh bien, le despotisme doux, ça reviendrait à penser à son bien propre, en oubliant celui des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va voter et prendre des décisions politiques pour son bien propre, en oubliant qu'on n'est pas tout seul à vivre, qu'on habite dans une société, et qu'il faudrait aussi prendre en compte la vie des autres. C'est ça le despotisme doux. Or, quand plein de personnes vont penser à leur confort plutôt qu'à celui de tous, on est dans une dérive, dans un problème. C'est-à-dire, le problème, c'est la négation du bien collectif. Négation du bien collectif qui fragilise l'édifice politique de toute la société. Voilà ces 2 autres textes, Alexis de Tocqueville, et en quoi ils sont inspirants et éclairants quand on s'intéresse à la situation des démocraties et de leur avancée, de leur recul, et puis aussi de la situation aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Donc, finalement ici, et c'est ce qu'il faudrait rajouter, Alexis de Tocqueville, surtout dans le 2e tome, il va mettre en avant les écueils de la démocratie. Alors les écueils. Un écueil, c'est E accent aigu, C-U-E-I-L et S, parce qu'ils sont plusieurs. En fait, les écueils, c'est des rochers à fleur d'eau. Et les rochers à fleur d'eau, c'est un risque pour les navires de s'échouer, de déchirer la coque. Donc, ça veut dire quoi un écueil ? Quelque chose dont il faut se prémunir, vers lequel il ne faut pas aller. Et donc, les 2 écueils qu'il met en avant ici, c'est d'abord la tyrannie de la majorité et le despotisme. Alors certains en voient un 3e,
l'individualisme. En fait, l'individualisme, on pourrait, en voyant les choses autrement, le relier à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette tyrannie de la majorité, il y a un point de vue individualisme aussi, ou une négation d'individualisme. Et dans le despotisme doux, il y a cette pensée qui est très individualiste. Alors, justement, il en parle, Alexis de Tocqueville, de l'individualisme. C'est le document 5 de la fiche. Extrait du tome 2. L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. À mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches, ni assez puissants pour exercer une grande influence sur leur sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumière et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne. Ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne. Ils s'habituent à se considérer toujours isolément et se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Le piège de cet individualisme, c'est de ne plus participer aux institutions démocratiques et donc laisser la tyrannie de la majorité s'exercer ou laisser le despotisme doux s'installer, c'est-à-dire c'est vivre comme si l'État est présent, mais qu'après tout, moi je fais à ma propre sauce en oubliant son existence du mieux que c'est possible. Alors, quand on pense à son bien propre, pour Alexis de Tocqueville, on se désengage de la vie publique. Alors la parade qu'il voit à ses problèmes, à ses écueils, c'est le développement d'associations civiques pour entretenir cette flamme, pour entretenir cet attachement social. Il voit l'importance des partis politiques qui vont débattre et échanger leurs idées. Il voit et il met en avant l'importance d'avoir des syndicats pour représenter les corps en tant que corps intermédiaire, on dirait aujourd'hui, pour représenter les différents groupes. L'importance de clubs, de groupes dans lesquels on va débattre de politique à l'échelle locale. Donc il y a cette idée de décentralisation qui est très liée au fait que les États-Unis d'Amérique soient un État fédéral non centralisé, à contrario du point de comparaison qu'il a, qui est le système français, qui est très centralisé autour de Paris depuis certains rois capétiens, on pourrait dire, depuis les Valois, ensuite dans une autre mesure, les Jacobins, les révolutionnaires, Louis XIV. Cette centralisation en France, elle est là depuis fort longtemps. Et donc l'idée ici, c'est de décentraliser en étudiant le système des États, le système pénitentiaire des États, le système pénitentiaire fédéral aux États-Unis d'Amérique. Alexis de Tocqueville, lui, s'intéresse beaucoup à cette idée de décentralisation. Alors, si Alexis de Tocqueville il nous parle des limites de la démocratie états-unienne, il y a quand même une limite dans son analyse. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui auraient dû apparaître et qui n'apparaissent pas à nos yeux aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire le procès de Tocqueville, mais d'avoir un regard critique sur sa production comme de toutes les productions. En fait, dans son analyse ici, Tocqueville, il ne prend pas en considération plusieurs facteurs. Et plusieurs facteurs qu'aujourd'hui on considère comme clés. D'abord, l'esclavagisme de cette société états-unienne. Pour lui, il la met pas dans la balance et elle n'est pas présente dans son analyse. Pourtant, aux États-Unis d'Amérique, l'esclavagisme, il va marquer cette société jusqu'à une guerre civile, la guerre de sécession qui va se dérouler de 1861 à 1865 et qui va déboucher sur l'adoption du 13e amendement, un amendement qui abolit l'esclavagisme, jusqu'à après 14e, 15e amendement reconnaître des droits civils aux Noirs américains.
qui, vous l'avez vu dans l'actualité récente, continue à poser des problèmes dans la société américaine. Les partisans du sud des États-Unis sont encore très importants. C'est-à-dire qu'en fait, la négation des droits va même continuer après. Le boycott des bus de Montgomery, etc. La marche des Noirs à l'époque de Martin Luther King, Black Lives Matter maintenant. On voit bien que ce combat, entre guillemets, pour une vraie égalité, du moins en droit, elle n'est pas encore gagnée. Elle est peut-être dans les textes, mais dans les pratiques, elle n'est pas encore en place. Et puis on pourra le plus loin. Est-ce que c'est le cas que aux États-Unis d'Amérique ou pas? L'égalité de posséder, elle y est déjà. C'est-à-dire qu'on peut être noir et beaucoup plus riche que plein de blancs aux États-Unis d'Amérique, et inversement. Il faut bien distinguer l'égalité des droits et l'égalité de possession. On est dans un pays très libéral économiquement aux États-Unis d'Amérique. Et puis dans les autres facteurs, en plus de l'esclavagisme, eh bien il y a les autres exclus de cette démocratie. Les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qui étaient présents avant l'arrivée des colons, qui vont être déportés, qui vont être massacrés. Ces Amérindiens, ils sont qualifiés en 1831, je vous cite l'expression de la Cour suprême, de nations domestiques dépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sous la dépendance des États-Unis. C'est un peu comme s'ils étaient considérés comme des mineurs. Des mineurs dans le sens qu'ils n'ont pas encore l'âge de la majorité. Et donc on prend les décisions pour eux et ils n'ont pas leur mot à dire. Ils doivent obéir à leur tuteur et donc aux autorités états-uniennes. Bon, concluons ici notre approche. L'ouvrage qu'a publié Tocqueville lui a ouvert une carrière politique. Il est député, Alexis de Tocqueville, il va être député de 1839 à 1851, il a même été ministre en 1849. C'est un libéral, vous l'aviez normalement compris, si vous mettiez en parallèle la publication de Tocqueville, certaines des idées qu'il développe et ce qu'on avait vu sur Benjamin Constant. Et il a une crainte, il redoute que la démocratie constitue une menace sur les libertés. On l'a dit, il est né dans une famille noble et il a cette crainte du règne de Robespierre et cette mémoire qui est entretenue comme celle de la terreur, ceux qui vont utiliser cette expression pour disqualifier la politique répressive qui est entamée sous Robespierre à une époque où la France est en guerre, double guerre, une guerre contre les puissances étrangères anti-révolutionnaires et contre les contre-révolutionnaires en France, notamment en Vendée. Donc double guerre et le contexte, la réponse, c'est une réponse qui est sanglante. Donc on l'a dit, il redoute que la démocratie ne constitue une menace sur les libertés. Les libertés doivent être protégées. Et à ce titre, il va justifier la répression qui s'est abattue sur le mouvement des ouvriers au moment où ils ont contesté, lors de la naissance de la Deuxième République, en 1848, la fermeture des ateliers nationaux. C'est quelque chose que vous avez vu dans le tronc commun. À ce moment-là, il est dans des fonctions politiques, Tocqueville, et il va justifier cette répression qui va s'abattre sur les ouvriers. Bon, ensuite, on peut noter également en conclusion que Tocqueville, c'est un précurseur. C'est un précurseur du raisonnement sociologique, salué par des auteurs plus contemporains comme Raymond Aron, des sociologues qui vont considérer que les sciences politiques, d'une certaine façon, elles sont l'héritage des travaux qu'a publié Tocqueville et que vont reprendre d'autres auteurs qui vont eux-mêmes s'inspirer de Tocqueville finalement. Il serait l'un des pères fondateurs, entre guillemets, même si lui il n'a pas eu la notion de le fonder, mais d'idées qui vont se développer et donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences politiques.
D'où l'intérêt, évidemment, de l'étudier en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et enfin, si on voulait essayer de donner un peu de recul, c'est un peu scabreux, c'est un peu inconfortable, mais si on voulait donner un petit peu de perspective finalement à cette séquence et l'actualité récente, l'objectif, c'est pas tant de le faire tout le temps et d'y aller au forceps, mais de vous faire comprendre que ce que vous étudiez en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ça a bien à voir avec la compréhension du monde d'aujourd'hui. On est bien ici dans des clés, entre guillemets, qui vous sont données, ou des lunettes qui vous sont données pour mieux comprendre ce qui se passe. Eh bien, l'évolution des États-Unis depuis l'élection de Donald Trump, elle a peut-être orienté ici les créateurs de ce programme, tout en intégrant les données propres aux sciences politiques. Peut-être, je suis pas dans la tête des concepteurs du programme. Voilà, alors vous l'avez vu, cette séquence elle est un petit peu plus courte. Pourquoi ? Parce que je vais devoir maintenant préparer des cours en présentiel et des cours en distanciel. Comme vous, je ne vous vois pas en présentiel, il faut que je vous vois en distanciel. C'est pas plus rapide à préparer comme cours, ça demande la même quantité de recherche, mais je gagne du temps sur l'enregistrement du cours, et comme vous allez pour certains aussi revenir en cours, et qu'il va falloir en même temps prendre en note les cours, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus condensé. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, je vous invite à faire des recherches. Et bien comme d'habitude, vous pouvez me téléphoner le mardi matin de 10h à midi et le jeudi de 10h à midi. Ce sont mes deux permanences téléphoniques pendant le distanciel que je vais poursuivre après cette date. Voilà, bien bon courage à tous et à tous, bonne rentrée pour ceux qui vont faire la rentrée, et bon courage pour ceux qui ne pourront pas la faire, car la question qui se pose c'est y aura-t-il ou non des bus, et là je n'ai pas la réponse. Voilà, au revoir.